Parcours de coach. Aujourd'hui, dans Parcours de coach, je vous propose de nous intéresser à ces managers qui décident de changer de vie professionnelle et qui deviennent coach dans leur seconde partie de carrière. Ils sont légion dans ce cas, me direz-vous, et nous aurions pu en interviewer des dizaines sans difficulté. Nous avons choisi Christophe Rioux, normand d'adoption et aujourd'hui coach depuis une dizaine d'années. Comment cet ingénieur qui a fait toute sa carrière dans l'industrie du bois en est venu d'abord à utiliser les outils du coaching pour optimiser sa pratique du management, puis à reprendre ses études pour passer un diplôme universitaire en executive coaching, avant de lancer son cabinet de coaching tout en dirigeant 4 usines françaises à la fois. Pour donner toute l'amplitude à sa pratique, il décide en 2016 de quitter son poste de directeur d'usine pour pratiquer le coaching à plein temps. Christophe se challenge à nouveau et devient superviseur quelques temps après. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouveau parcours de coach, découvrez un homme pragmatique qui parle ouvertement de sa pratique, partage ses retours d'expérience fort utiles pour tous les coachs souhaitant développer un ancrage régional et donne sa vision de l'évolution du métier de coach qui le passionne depuis plus d'une décennie. Vous allez le constater, le bon sens en action pourrait être la devise de Christophe. Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching. Bonjour Christophe. Bonjour David. Te souviens-tu de ce que tu voulais faire plus tard, lorsque tu avais 7 ans ? 7 ans, le début du primaire, je me voyais déjà garde forestier. C'est pas courant. Pas courant, mais pour moi déjà une vision parfaitement claire de ce que serait mon avenir, de ce que seraient les années qui feraient ma vie d'adulte. C'était le moyen d'entrer en connexion avec la forêt, bien que paradoxalement, j'étais urbain, dans le sens né en ville, vivant en ville, de parents très peu connectés avec la nature. Il n'y avait pas un environnement qui était favorable à ce que je sois aussi connecté à cette entité qui était la forêt. Pourtant, 40 ans plus tard, elle me suit, elle me rattrape même, je dirais. On en reparlera sûrement plus loin dans l'interview. Et est-ce que tu t'es posé la question de pourquoi garde forestier ? Est-ce que c'est l'envie de racine, par exemple ? Est-ce que c'est le besoin d'authenticité ? À l'époque, j'étais incapable d'identifier pourquoi ça m'attirait. Par contre, au-delà de la forêt, il y a aussi eu, et ça a été un fil conducteur de toute ma carrière, toute ma vie, il y a eu le bois. Le premier contact, c'était la forêt, mais je crois que l'arbre qui cachait la forêt, justement, c'était le bois, le matériau bois. Le matériau noble. Le matériau noble, s'il en est, fort de la passion et de l'amour que je porte à ce matériau, je ne peux que le qualifier de noble. Sa chaleur, son potentiel. De la même façon, il y a 40 ans, la dimension développement durable, etc. n'était pas aussi prégnante. Et pour autant, j'étais déjà atterré par ce matériau qui, aujourd'hui, plus que jamais, à mon sens, est un matériau d'avenir. Et est-ce que tu te souviens des qualités que tu avais enfant ? J'aurais tendance à dire un élève appliqué, plutôt discret, ne souhaitant pas faire de vagues. La notion de performance et d'optimisation a toujours ponctué toute mon enfance, toute ma carrière, toute ma vie. Alors de fait, quelles études as-tu fait ? Bac scientifique, puisqu'une tête plutôt bien faite de ce que disaient mes professeurs, mon entourage. Filière d'élite s'il en était à l'époque, bac C, parce que tout le monde me prédestinait à des classes préparatoires. Pour autant, n'ayant jamais lâché cette aspiration à rejoindre le monde forestier, fort de ce que les uns et les autres pouvaient me prodiguer comme bon conseil, je m'apprêtais à devenir ingénieur forestier. Néanmoins, en terminale, j'ai rapidement identifié le risque qu'était le mien que d'aller en classe préparatoire, de préparer des concours, et on connaît la loterie que sont les concours de grandes écoles, de peut-être finalement me retrouver dans une école d'agronomie, dans une école qui allait nécessairement m'éloigner de la forêt. Donc fort de ce constat, en terminale, contre toute attente, j'ai décidé de privilégier plutôt que les filières d'élite la forêt, et j'ai donc fait le choix de m'orienter vers un BTS agricole, production forestière. Mais j'imagine qu'il y a eu un peu de pression, tant des profs qu'éventuellement de la famille. Comment ça s'est passé ? Alors des profs, pas nécessairement, mais surtout de la famille. Pour autant, j'étais aligné avec moi-même. Et donc ça s'est fait très naturellement, sans conflit pour autant, parce que pour moi, c'était une évidence, ça s'imposait à moi, que de m'engager dans cette filière, dans cette direction. Alors effectivement, revenez en filigrane, oui, écoute, tu feras un BTS, et puis ensuite tu continueras vers une école d'ingénieur. Ça a été aussi un peu peut-être mon échappatoire en disant, ok, laissez-moi faire mon BTS, et ensuite je verrai peut-être que je reprendrai vers une filière longue. Ce BTS pour moi ça a été non pas une révélation, ça a été la confirmation de la passion que je nourrissais. J'ai découvert des matières dont j'ignorais jusqu'au nom. Je me suis donc passionné pour la pédologie, l'étude du sol, l'étude du gibier, la cynégétique, mais au-delà de ça, bien entendu, de la sylviculture. Je me suis nourri de ces matières à la fois très concrètes, très techniques, pour lesquelles l'objectif était vraiment de développer, de faire vivre les peuplements forestiers. J'entends aussi une dimension assez pragmatique et une proximité avec le vivant.
Pragmatique assurément, et c'est aussi, quand je porte un regard réflexif sur ce qui m'a amené à faire ce choix, j'avais besoin de me libérer de l'abstraction. Et j'avais besoin d'un retour au concret, d'un retour au vivant, d'un retour à la matière, que j'ai trouvé à travers cette formation technique de BTS. Ça a été d'ailleurs un choc pour moi en BTS, lorsque je me suis aperçu que la forêt se gère sur une temporalité qui était quelque part en déconnexion avec la mienne. Un peuplement forestier, dans le meilleur des cas, des essences à très courte rotation, du pin maritime, du peuplier, ça se gère sur des échéances de 15 ans, 20 ans, 25 ans. À l'autre extrême, le chêne, c'est 150, 180, 200 ans. Pour moi-même, qui ai ce besoin quasi viscéral de pouvoir toucher du doigt, mesurer et constater le fruit de mes efforts assez rapidement, je me suis aperçu que j'étais déconnecté. C'est que la forêt ne m'offrait pas cette nourriture dont j'avais besoin, qui était de dire je produis un effort, j'en vois le résultat. Mais le retour sur investissement, il faut être patient, très patient. Il faut être très patient. Effectivement, c'est de l'investissement patrimonial. Et c'est d'ailleurs le 3e placement préféré des Français. On est effectivement sur de l'investissement long terme. Et le forestier, quelle que soit son efficacité, sa performance, son investissement, hérite des orientations qui ont pu être faites par ses prédécesseurs. Et quand bien même il est à l'origine d'un peuplement par des opérations de reboisement, il n'en verra jamais le terme et ne verra jamais donc le fruit de son travail. Et du coup, tu décides un ajustement de ton orientation ? Comment ça se passe ? Je cherche des issues qui me permettent de retrouver cet équilibre temporel et c'est ainsi que je m'oriente vers la filière bois, l'aval de la filière forestière. Donc je suis toujours dans cet univers. Mais la filière bois va me permettre d'exprimer pleinement mes souhaits d'investissement, de performance, d'optimisation tels que tu le soulignais. Une fois que tu fais ton BTS, tu te réorientes vers quoi ? De l'ingénierie, c'est ça ? Je me réoriente vers l'ingénierie bois. Les passerelles à l'époque entre un BTS qui plus est agricole et les écoles d'ingénieurs ne sont pas évidentes, donc je repasse par la fac. Je fais une licence en sciences de l'industrie, un DEST, donc un diplôme d'études scientifiques et techniques en génie industriel du bois. Là, c'est vraiment pour moi la bascule entre la filière forestière et l'industrie, le matériau. En parallèle de cette transition, je travaille en scierie, ce qui me permet d'enfin toucher le matériau. Et puis ensuite, j'intègre l'école supérieure du bois à Nantes, où là, je vais découvrir les sciences de l'ingénieur. Du coup, tu deviens ingénieur et tu prends un poste de manager dans l'industrie du bois, c'est bien ça ? Je me vois en fait confier à l'issue de mon école d'ingénieur, donc à 25 ans, la responsabilité d'une usine de 250 personnes au pied du pont de Normandie. Le choc est violent. S'il y a bien une chose qu'on n'apprend pas en école d'ingénieur, pas plus d'ailleurs je pense qu'en école de commerce, c'est bien le management. Au-delà, effectivement, des fonctions et de la dimension technique qu'on peut me demander, ce qu'on attend avant tout de moi, c'est de piloter ces 250 personnes, c'est de les accompagner, c'est de les manager. Et là, j'ai appris à manager comme j'avais appris à nager, c'est-à-dire jeter au milieu du grand bain. Et c'est avec cette volonté, j'imagine, d'optimisation qu'à un moment donné, tu bénéficies d'un coaching. Cette volonté d'optimisation et surtout cette volonté d'avoir un regard réflexif sur ma pratique. Le comité de direction est basé à Paris, je suis seul donc sur cette usine, cette entité de Normandie. Et 5 ans, je dirais, après la prise de fonction, je me dis, mais globalement, si les résultats opérationnels de l'entreprise sont là, je ne dois pas trop mal m'y prendre. Mais néanmoins, je n'ai pas de regard, encore une fois, réflexif sur ma pratique. Ce besoin émerge, et c'est à ce titre-là que je me mets en quête d'un coach. En 2000, à l'époque, on ne parle pas encore trop du coaching. Donc je m'oriente vers un thérapeute clinicien qui utilise les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, une approche plutôt pragmatique de la psychologie qui, pour l'ingénieur que je suis encore, me satisfait pleinement. Et du coup, comment se passe ce coaching ? Qu'est-ce que tu apprends ? Je pose une conscience sur mes actes, sur ma posture. Cette prise de conscience me permet de prendre du recul, de porter un regard critique et d'ajuster pleinement mon comportement. Je trouve d'ailleurs les outils tellement puissants, je demande à mon coach de me les transmettre, ce qu'il fait bien volontiers. Et donc je me forme au TCC, aux thérapies cognitivo-comportementales appliquées au monde de l'entreprise. Ce qui va s'avérer en fait pour moi le début de ma carrière de coach. Il t'apporte une sorte de posture, c'est ça ? C'est complètement ça, donc on est vraiment dans le faire plutôt que dans la théorie, ce qui me convient parfaitement. À l'époque, l'idée c'est de se dire, et c'est à ce titre-là que je l'avais sollicité, c'est donne-moi des outils qui vont me permettre d'être plus performant dans mon métier de manager. Et c'est bien dans cette optique-là qu'il m'a formé et qu'il m'a transmis les outils de TCC appliqués au monde de l'entreprise. Donc la vocation n'était nullement de faire de moi un coach à l'époque. Manager coach, on dirait aujourd'hui quoi ? On dirait manager coach aujourd'hui, même si le terme est parfois dévoyé. Est-ce que tu aurais un ou deux exemples à partager d'accompagnement et de ce que ça leur a apporté dans leur métier, dans leur fonction ou dans leur vie d'ailleurs ? Le plus grand plaisir que j'ai pu avoir au cours de ces années, c'est de faire émerger les potentiels, je dirais quasiment cachés. Parce que dans nombre de mes équipes, j'avais des diamants bruts qui ignoraient leur propre potentiel. Je pense que j'avais cette aptitude à déceler ces potentiels, à aider l'intéressé à les sculpter, à les faire émerger. Donc déjà, prendre conscience de ses capacités, prendre de l'assurance par rapport à son aptitude à les développer, à les mettre au service des autres, puisque à chaque fois j'accompagnais des collaborateurs qui étaient eux-mêmes managers. Donc t'accompagnais des managers opérationnels ? Tout à fait, des responsables de service, des responsables de département, des directeurs opérationnels.
Donc l'idée, c'était comment les amener dans leur propre posture de manager, à la fois être à l'aise et à la fois être en capacité d'accompagner leurs propres équipes. Est-ce que ça serait possible d'avoir peut-être un exemple en le rendant le plus anonyme possible, mais pour voir d'où il partait et là où il est arrivé grâce à l'accompagnement? Le premier collaborateur que j'accompagnais avec les outils qui étaient les miens, des thérapies cognitivo-comportementales à l'époque, c'est quelqu'un qui était chef d'équipe et qui a fini responsable des opérations de l'ensemble de l'usine qui était celle de ma première expérience. Qui a gravi tous les échelons, je dirais à une vitesse grand V, il en avait totalement le potentiel. Donc l'idée, ça a vraiment été de faire émerger chez lui l'envie. Il était bridé cette envie sûrement par un manque de confiance en soi, également un contexte parce qu'il n'était pas issu d'un univers dans lequel on pouvait aspirer à des fonctions, je dirais, d'encadrement. Je l'ai accompagné sur le chemin et alors qu'il était peut-être parti du camp de base de l'Everest en se disant j'irai jusqu'au camp 1, et finalement on est arrivé ensemble jusqu'au sommet en ayant ménagé les étapes qu'il fallait, ponctuer certaines étapes de formation complémentaire dont il avait besoin pour renforcer l'ensemble. Je te vois sourire, il y a une satisfaction de ce souvenir-là, de l'émotion que tu avais à ce moment-là en tant qu'accompagnant. Très honnêtement, ça a été les plus belles années de ma carrière professionnelle en tant que dirigeant dans le monde de l'industrie. Ça a été la belle épopée. Je pense à ce collaborateur. Il s'autorisait même pas à imaginer qu'il pourrait devenir responsable opérationnel d'une usine de 250 personnes. Il l'a fait. Oui, je tire une certaine fierté. Avoir su mettre en lumière les capacités qui étaient les siennes. Est-ce que selon toi, en fait, les managers devraient être capables de faire ça au quotidien? Un bon manager, pour moi, est celui qui est capable de déceler les potentiels des membres de son équipe et de les accompagner. Être un bon manager, de mon point de vue, c'est être en capacité de faire grandir ses collaborateurs, ce qui, au passage aussi, a la double vertu que de s'obliger soi-même à progresser également en tant que manager. C'est une spirale, je dirais, ascendante. Faire grandir ses collaborateurs. J'intègre cette pratique dans mon quotidien jusqu'à ce qu'en 2010, je décide vraiment de légitimer cette pratique. Je ressens le besoin d'acquérir une véritable formation de coach. J'envisage, à partir de ce moment-là, l'éventualité d'en faire un métier. Donc non plus d'être manager-coach, ce qui avait été le cas tout au long de ma carrière jusque-là. J'ai choisi une formation universitaire pour me permettre d'embrasser un champ le plus large possible d'outils et de techniques. Mon souhait n'étant pas de devenir un expert en PNL, un expert en analyse transactionnelle, mais d'avoir accès à tous ces outils pour me constituer une boîte à outils la plus large et la plus complète possible. J'intègre le ministère de l'Université de Cergy-Pontoise en executive coaching de dirigeants et managers, tout simplement parce que l'animal que je connais le mieux, c'est le dirigeant, le manager que j'ai été moi-même pendant 20 ans. Et à l'issue de ce DU, je crée le cabinet RETC. 2011, je suis encore directeur opérationnel dans un groupe français. Je cumule les deux activités, c'est-à-dire que je suis directeur industriel d'un groupe pour lequel je pilote 4 usines en France, Bordeaux, Valence, Grenoble et Caen. Et entre 2 trains, 2 avions, je fais du coaching de dirigeants. C'est pour moi des années certes fatigantes, mais d'une grande richesse, qui m'amèneront néanmoins, fin 2016, à faire un choix. J'abandonne à ce moment-là délibérément mes fonctions de dirigeant salarié pour me consacrer exclusivement au développement du cabinet. Qu'est-ce que tu retiens de cette formation ? J'en retiens une formidable boîte à outils, mais également le travail que ce DU m'a obligé à faire sur moi-même. J'irais presque à dire qu'il y a un Christophe Rioux avant et un Christophe Rioux après le DU, parce qu'effectivement, se former au coaching implique de faire bouger ses propres lignes, de se remettre en question, de se questionner profondément sur un certain nombre de certitudes qui ont pu être les nôtres jusqu'alors. Et donc, c'est véritablement ce que je retiens de cette formation, un profond changement dans ma posture et une panoplie d'outils pour pouvoir accompagner au mieux mes coachés. Tu disais que ça a fait bouger les lignes en toi, dans ta manière d'être, dans ta posture. Tu parles d'un Christophe Rioux avant et après. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais nous partager dont tu te souviennes aujourd'hui encore ? Parce que c'est intéressant aussi de comprendre que c'est pas neutre cette formation ni cette pratique. Le coaching, ça nous fait énormément avancer nous-mêmes, individuellement. Le travail que l'on fait à la fois lors de notre formation, mais que l'on continue à faire tout au long de notre carrière, c'est aussi ça, je dirais, l'essence même de ce métier. Et d'ailleurs, le côté aussi passionnant, d'être en permanence en train de continuer à se développer, à travailler sur soi, puisque le meilleur outil du coach, c'est que nous sommes, c'est nous-mêmes. C'est cette aptitude à capter les signaux faibles, à jouer l'éponge par rapport à mes interlocuteurs que j'ai su développer particulièrement dans le cadre de cette formation du DU. Et quand tu as fait ce DU, tu as identifié que tu avais de plus en plus envie de devenir coach. Ça a commencé à germer à ce moment-là ? Le déclic, il est venu de cette partie de travail sur soi où je me suis dit, mais c'est un tel levier de développement personnel, même si je suis prudent avec ce terme de développement personnel, mais de travail sur soi que j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. En plus du travail que tu as fait sur toi grâce effectivement à cette formation, tu parlais de la boîte à outils qui t'a été transmise par cette formation. Quels sont les outils que tu affectionnes le plus aujourd'hui ? Quand des clients et souvent des donneurs d'ordre me disent mais quel outil allez-vous utiliser pour accompagner tel ou un tel ? Je souris, je dis mais je suis incapable de vous répondre. Et je fais souvent le parallèle avec le plombier. Quand tu appelles un plombier pour une fuite sous ton évier, tu le sélectionnes pas en lui demandant mais est-ce que tu vas utiliser une clé Allen, une clé plate, une clé anglaise ou que sais-je encore ? Ce qui est important, c'est qu'il solutionne la fuite qui est la tienne. L'accompagnement pour moi se joue de la même façon.
quel que soit l'outil que l'on va mettre en œuvre, et bien souvent je suis incapable, a fortiori, a priori, a posteriori, je peux éventuellement poser un regard réflexif sur ce qui s'est joué, mais c'est à l'instant T, en fonction de la situation, que je vais mobiliser tout ou partie de certains outils, et c'est ce cocktail, je dirais, détonnant et surtout efficace qui va faire l'efficacité de l'accompagnement. En quelque sorte, tu travailles d'instinct. Je travaille énormément d'instinct, mais pour que l'instinct soit efficace, encore faut-il qu'il s'appuie sur des outils solides. Et sur une pratique régulière qui te permet justement de ne plus trop réfléchir et d'y aller en te faisant confiance. C'est exactement ça, c'est une pratique régulière, des outils maîtrisés qui font qu'on oublie l'outil que l'on utilise. Et qu'on reste dans le flow. Et qu'on reste dans le flow et dans l'instant présent, effectivement. Donc en 2017, tu décides de te consacrer à plein temps au coaching. Exactement. Est-ce que ça marche tout de suite ? Alors, la notion de marché est toute relative. Là, je me repositionne bien en 2017 où j'imagine avoir une petite notoriété dans la région normande qui est la mienne, parce que ça fait déjà quelques années que le cabinet existe, que je fais quelques piges par-ci par-là. Donc j'imagine peut-être, avec un excès de confiance, qu'il va suffire que j'annonce que désormais, à partir du 1er janvier 2017, je suis 100% disponible pour accompagner, coacher, pour que mes clients ou mes prospects accourent. C'était très naïf. Et donc 2017 a été, je le qualifierais quasiment d'un peu une traversée du désert, ou tout du moins une désillusion par rapport à ce que j'avais pu imaginer, où je m'aperçois que finalement, c'est pas parce que j'annonce que je suis disponible que les clients accourent. Du coup, qu'est-ce que tu as fait pour justement faire décoller ton activité et pouvoir vivre pleinement de ta pratique ? De gros investissements en communication et en développement commercial, ce qui n'était pas du tout ma fibre première. J'avais la chance d'être suffisamment assis dans ma pratique pour ne pas la remettre en cause. Le diagnostic que je pose, c'est que je ne suis pas suffisamment visible. Donc, j'ai sillonné la Normandie de Dieppe à Cherbourg en passant par Rouen, 40 000 km dans l'année, où je suis allé pousser des portes, me présenter. Mais préalablement à ça, je me suis offert les services d'une téléprospectrice en freelance qui a fait des miracles, qui m'a ouvert des portes, pris des rendez-vous. Et donc, je suis allé rencontrer des DRH, des grands groupes, des chefs d'entreprise. J'ai animé des ateliers, que ce soit dans les CCI, que ce soit dans les filières professionnelles, pour me faire connaître. Et la courbe d'envol a suivi assez naturellement derrière. Ça a été payant. Ça a été payant et ça l'est. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, 4 ans plus tard. Je récolte encore les fruits. Ça a été long, laborieux, fatigant. 4 ans plus tard, j'ai des gens qui m'appellent en disant « Monsieur Rioux, en 2017, en 2018, on s'est rencontrés, on n'avait pas de besoin à l'époque, mais aujourd'hui, vous nous aviez laissé une plaquette. » Est-ce que tu as le sentiment, Christophe, que travailler sa communication, travailler son marketing, c'est essentiel pour un coach qui commence ? Alors, de mon point de vue, c'est la condition sine qua non à la survie, au développement. Comme je le dis souvent aux jeunes coachs que j'accompagne en supervision, il est essentiel de pouvoir se démarquer à la fois par son identité de coach et à la fois par sa communication. Donc savoir précisément qui l'on est, lié à son parcours, à son éducation, à son parcours de vie, à son parcours professionnel, qui fait de chacun d'entre nous des coachs différents. Et ensuite le présenter à nos clients potentiels. Donc je vais reformuler. Dans un premier temps, selon toi, c'est important de travailler ses valeurs, son ADN, travailler sur le sens de sa pratique, et ensuite pitcher effectivement cet ADN, cette pratique, pour pouvoir le communiquer et le faire comprendre à ses éventuels clients. C'est exactement ça. Cet ADN, c'est savoir qui nous sommes profondément en tant que coach. Qu'est-ce qui fait notre différence par rapport aux confrères, qui a un parcours de vie différent, qui a une formation différente, qui a une expérience de vie différente. Donc c'est qu'est-ce qui fait de chacun d'entre nous sa spécificité dans l'accompagnement qu'il va pouvoir dispenser à ses clients et ensuite faire valoir cette différence, donc la pitcher comme tu le disais, communiquer largement dessus auprès des cibles qui seront susceptibles d'être sensibles à cette spécificité. Si je comprends bien, donc l'année 2017 a été tout ou partie consacrée à ce travail de communication, de marketing où tu as sillonné effectivement la région et sans doute d'autres. Ça t'a pris combien de temps ? 6 mois, 9 mois, 1 an ? C'est le travail d'une année. Identifier tous les prospects potentiels, prendre des rendez-vous, se rendre au rendez-vous, nourrir le lien ensuite une fois qu'il est créé et puis ensuite au-delà du rendez-vous, le besoin n'est pas toujours existant. Des fois, il émerge, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard. Pour moi, c'est minimum une année avant de commencer à récolter les fruits de ce travail de prospection, de communication et de relation finalement. Alors tu disais tout à l'heure, toi, t'as pas douté de ta pratique, alors que ça a été relativement confrontant de se rendre compte que les clients ne venaient pas aussi naturellement et spontanément à toi que tu l'aurais envisagé initialement. Comment t'as gardé, entre guillemets, la pêche, la volonté, la motivation ? Alors j'ai gardé la pêche parce que j'avais néanmoins un petit fond de sauce, comme je le disais, donc j'avais des clients historiques et qui me permettaient de continuer à pratiquer. Donc je crois que c'est essentiel. Le message que l'on peut essayer de partager avec des jeunes coachs, c'est coacher. Même si c'est du coaching solidaire, et d'ailleurs j'encourage en tant que membre de l'EMCC à pratiquer le coaching solidaire, mais coacher pour ne pas perdre à la fois la pratique, mais surtout la confiance en sa capacité à accompagner. Il convient de continuer à porter un regard bienveillant sur soi-même et confiant quant à sa capacité à être un véritable coach. Alors Christophe, je te propose d'écouter à présent le son que tu as choisi pour faire un intermède dans l'entretien.
Alors nous écoutons le bruit des abeilles, le micro étant posé près de l'entrée d'une ruche. Pourquoi ce choix, Christophe ? Alors je vais d'abord commencer par préciser encore les choses. C'est à l'entrée d'une ruche naturelle. 2017, l'année du lancement de RETC, mais ça a été également pour moi l'année donc où j'ai abandonné mes fonctions de dirigeant salarié pour donner libre cours à nombre de projets qui étaient dans mon cœur. L'apiculture étant notamment un de ces projets. Donc 2017, c'est une année où je me suis formé à l'apiculture naturelle, raison pour laquelle j'ai choisi ce bruit de ruches et d'abeilles à la sortie du trou d'envol. Est-ce que tu fais un parallèle entre les abeilles et le coaching ? On pourrait faire un parallèle entre le coaching et les abeilles, notamment entre l'apiculteur et le coach. L'apiculteur ne serait-il pas le coach des abeilles ? Le travail, ce sont bien les abeilles qui le font. Le miel, ce sont bien les abeilles qui le produisent. De la même façon que nos coachés produisent leurs propres solutions. Le coach n'étant là que pour mettre le coaché dans la situation la plus propice à la production de ses propres solutions. Alors comment tu viens à la supervision, ou plutôt comment la supervision vient à toi ? En fait, la supervision va rapidement s'imposer d'elle-même, puisque 2017, 2018, ça fait quasiment 10 ans que je suis coach professionnel, et donc émerge la volonté de se remettre en cause, d'aller se challenger sur ma pratique du coaching. Deuxième constat également peut-être un peu plus pragmatique, il y a de plus en plus de coachs qui naissent, y compris en région, et l'offre de supervision en région est quasiment absente. Il est clair que dans notre déontologie, la supervision est quelque chose qui est incontournable. Tout coach qui se respecte a besoin de pratiquer cette hygiène du coaching qui est la supervision. Et pour ce faire, nombre de coachs normands, en l'occurrence, sont obligés de se rendre sur Paris avec les contraintes logistiques que ça impose. Les contraintes tarifaires également sont très claires. Et donc, double constat. Ce constat, cette volonté pour moi de continuer à progresser et le constat peut-être d'une opportunité d'un marché de la supervision en province, en Normandie en l'occurrence. Ceci m'amène à mettre à la recherche d'une formation solide en supervision. J'entends aussi un certain pragmatisme. Qui ne me lâche pas. Il ne faut pas avoir ce tabou sur la dimension commerciale du coaching. C'est à partir du moment où c'est quelque chose qui nous met en émotion en tant que professionnel, pour pouvoir se revendiquer professionnel et en vivre, il y a une réalité économique qui s'impose à nous, de la même façon qu'à toute activité, quelle qu'elle soit. Et quelle formation choisis-tu alors, à ce moment-là ? Étant coach MCC, je m'oriente vers la formation Undici de Michel Moral et Florence Lamy, parce que celle-ci est labellisée justement par le MCC. Si tu prends un peu de hauteur par rapport à cette formation de superviseur, qu'est-ce que tu en as retenu ? Le choc a été presque aussi violent que celui que nous évoquions tout à l'heure au sujet de la formation de coach. Ce regard réflexif qui a été le mien sur ma propre posture de coach. Et en ça, je dirais que cette formation est bousculante. Au-delà effectivement de la capacité à accompagner des pairs coachs, ça nous amène en premier lieu à re-questionner notre propre posture de coach. Et donc ça tombait à point nommé en me concernant. C'était vraiment un jalon qui m'est apparu quasiment comme incontournable, car me permettant vraiment de poser une analyse profonde sur le coach que j'étais, celui que je voulais continuer à devenir, à ajuster certaines de mes pratiques, en vue d'être encore plus ajusté dans la supervision que je pouvais délivrer à mes pairs. Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les coachs que tu supervises ? Il y a plusieurs typologies de supervisés. Il y a les bébés coachs qui se lancent, et il y en a de plus en plus. Le focus se fait très rapidement sur l'identité de coach. Quel coach je suis, en quoi je vais pouvoir me différencier de mes confrères. Alors non pas pour le simple plaisir de me différencier. Qui suis-je profondément et en quoi cette différence me différencie de mes pairs, de mes confrères. Et me rend attractif auprès de mes futurs clients. C'est ensuite le levier qu'on va activer pour pouvoir mettre en avant cette différence et donc l'adresser à des clients potentiels, à des prospects. Un bébé coach, c'est de 0 à 3 ans de pratique en tant que coaching. Il lui faut combien de temps pour être conscient de son ADN, d'être capable de le pitcher, etc. C'est par essence variable, mais c'est vraiment dans la capacité du coach à endosser le costume. Certains vont l'endosser très rapidement parce qu'ils ont ou une certaine aptitude, ou ils ont une évolution dans le propre travail qu'ils ont fait sur eux-mêmes qui va les positionner dans le costume du coach. Il y en a d'autres qui, encore 10 ans après, malheureusement, demeurent des bébés coachs, ou parce qu'ils n'ont pas beaucoup pratiqué, ou parce que cette pratique demeure une activité annexe à soit de la formation, soit du conseil. J'ai aussi des fois des avocats qui font du coaching ou des trinômes en termes d'activités qui sont parfois un peu éclectiques. Ce que tu es en train de dire en sous-jacent, c'est que c'est plus simple pour endosser le costume de coach que d'avoir une pratique à plein temps. Ça, c'est évident. C'est évident de mon point de vue, soyons très clairs. Au risque d'être réducteur, on ne peut se déclarer coach que si on le pratique, je dirais, très régulièrement. On peut ensuite avoir des outils de coach, c'est-à-dire adopter certaines postures de coach. On parlait tout à l'heure du manager coach. Pour moi, un manager coach n'est pas un coach. Un coach, c'est quelqu'un qui a une pratique régulière, récurrente, qui l'amène à quotidiennement quasiment confronter à ces problématiques d'accompagnement.
Mais c'est aussi parfois des problématiques d'arbitrage quant à des outils ou à des méthodologies à adopter par rapport à une situation donnée d'un de leurs clients. Mais ça, c'est la partie laboratoire, c'est-à-dire qu'ils viennent te voir avec j'ai cette situation, comment je fais la prochaine fois, c'est ça? C'est comment je me sors de cette situation dans laquelle j'ai le sentiment que je suis en train de m'enferrer, je trouve pas l'issue. Dois-je poursuivre dans cette voie ou au contraire réorienter la démarche afin d'apporter un nouvel éclairage? Une sorte de vérification de la feuille de route qu'ils envisagent. C'est de la réassurance, bien souvent, qu'on vient chercher chez le superviseur. Alors soit de la réassurance, soit effectivement un éclairage nouveau. On est tellement engagé dans l'accompagnement qu'on n'a plus cette capacité à faire le pas de côté. L'espace de supervision permet également de faire ce pas de côté et d'amener le coach à porter un regard différent sur la situation qu'il vit avec son coaché. Tu l'aides à faire un méta. Exactement. Et comment tu travailles avec ces bébés coachs, comme tu les appelles, affectueusement? Oui, c'est très affectueux. En supervision, de la même façon qu'en coaching, j'ai souvent coutume de dire que j'ai un accompagnement plutôt confrontant. Je crois que c'est 20 ans d'industrie, ça laisse des traces. Et je n'hésite pas à pousser mes accompagnés, qu'ils soient coachs ou clients coachés, dans leur retranchement. Je vais vraiment les confronter des absolus de pensée, des croyances qu'on a forgées au cours de notre parcours de vie ou notre parcours professionnel. Qui peuvent être limitantes, c'est ça? Qui sont parfois limitants, qui constituent parfois des points aveugles, que je m'évertue à mettre en lumière, à faire émerger et ensuite à challenger pour faire bouger les lignes. En parallèle, effectivement, il y a des coachs établis qui ont déjà leur clientèle, qui ont déjà fait le travail, bien entendu, sur leur identité. Celle-ci est affirmée. Alors, il arrive parfois qu'il y ait des soucis pour assumer la propre personnalité qui est la nôtre. Et là aussi, ça donne lieu à des séances de supervision. Ensuite, on est plutôt sur des problématiques d'éthique ou de déontologie. Une des missions du superviseur, c'est de pouvoir effectivement apporter un regard éclairé au coach sur la dimension déontologique et éthique, puisque nombre des situations auxquelles on peut être confronté en tant que coach peuvent nous amener à avoir un questionnement profond sur la nature de notre accompagnement, sur le bien fondé de notre accompagnement ou de la posture que l'on a pu adopter vis-à-vis d'un coaché. Est-ce que tu aurais des exemples pour illustrer justement ce besoin d'attention sur l'éthique? En termes d'éthique, nombre de coachs se posent parfois la question de l'instrumentalisation. Ne serait-il pas instrumentalisé par le donneur d'ordre, le prescripteur du coaching, au détriment du coaché? C'est des questions qui sont assez récurrentes, surtout dans des grandes organisations, lorsque celles-ci sont prescripteurs d'un coaching. Les coachings tripartites, en fait. Voilà, tout à fait, parce que l'accompagnement qui est demandé peut parfois prêter à caution en termes d'attention. Quelle est ta vision sur l'évolution du métier de coach? Alors, l'évolution, elle est effectivement très rapide. Les questionnements identitaires sur les avenirs professionnels font émerger de nouveaux potentiels coachs. Oui, c'est assez vertigineux. Hein. Assez vertigineux. Qui questionnent d'ailleurs, qui peut même inquiéter sur l'avenir de la profession. Qu'est-ce qui est potentiellement inquiétant selon toi? Il y a un premier pragmatisme, et encore excuse-moi, mon côté très mercantile. Plus l'offre sera pléthorique, plus les prix vont baisser. C'est intéressant parce qu'il y a quelque temps, j'ai eu un coach qui me disait le contraire, qui disait que plus il y aura de coachs sur le marché, plus le marché va s'agrandir aussi parce qu'ils vont devoir explorer des territoires potentiels que les coachs installés n'exploitent pas. Donc potentiellement, le marché va grossir. Qu'est-ce que tu en penses en fait de cette hypothèse? Moi, je crois plutôt qu'on est en train de tirer vers le bas. L'offre étant devenant tellement pléthorique, parfois désormais on coach son chien, son chat et son poisson rouge. Donc j'y vois plutôt un appauvrissement qui n'est pas nécessairement gage de professionnalisme. Alors à présent, Christophe, je te propose de passer à l'interview rétrospective qui consiste à te poser des questions si tu te places effectivement dans quelques années, où tu fais un peu le bilan de ta pratique de coach, ce qui n'est pas encore le cas, mais je t'invite à le faire d'ores et déjà. Quel est l'accompagnement dont tu es le plus fier? Alors, tu nous en as partagé un tout à l'heure, qui était ton premier. Est-ce qu'il y en a un autre qui pourrait émerger? Alors qu'était mon premier informel, puisque je n'étais pas encore coach diplômé, établi. Et pour autant, spontanément, c'est quasiment celui-ci qui revient. Parce qu'il a été tellement empreint d'émotion, c'est presque un acte fondateur. Je ne l'avais pas mesuré en tant que tel, mais je crois que ça prédestinait déjà ma future carrière de coach. Son épanouissement a été effectivement professionnel, mais au-delà. Ça s'est traduit dans sa vie personnelle. Quel est le thème le plus surprenant sur lequel un client t'a demandé de l'accompagner? Alors, je ne sais pas si c'est surprenant, mais le plus fun, un client récemment, à 5 ans de la retraite, dont le cahier des charges, c'était « Aide-moi à faire en sorte que les 5 prochaines années de ma carrière soient les plus belles ». Je trouve que c'est fantastique. Et justement, il progresse? Alors, il progresse dans la mesure où, effectivement, il est chef d'entreprise, créateur de sa boîte 30 ans auparavant. Donc, il y a tout un travail de deuil et il a la banane. Donc, on est sur le bon chemin de mon point de vue. Parce que c'est un challenge, hein, quand c'est son propre bébé, accepter de passer la main. Accepter de faire le deuil de cette création, faire le deuil de l'omniprésence qui était la sienne, apprendre également à trouver d'autres centres d'intérêt, puisqu'il passait les premiers jours de 31 ans dans son entreprise. Qu'est-ce que tu aimerais que tes clients disent de toi? Question embarrassante. Non pas embarrassante en termes d'ego, mais tout simplement parce que je ne me la suis pas posée. Je crois qu'il y a quand même quelques mots-clés qui reviennent. La fiabilité, l'authenticité, l'efficacité. Alors Christophe, quelle serait ta première décision si tu devenais président d'une organisation représentative des coachs? Alors, question délicate parce que c'est une fonction à laquelle je n'aspire nullement. Mon pragmatisme serait de rencontrer le plus de représentants significatifs des différentes mouvances qui peuvent exister dans la profession. En fait, tu chercherais à avoir ta lettre de mission au travers de leurs envies, de leurs besoins, c'est ça? Je chercherais surtout à poser un diagnostic et à prendre la température du terrain.
Quel regret t'inciterait à refaire différemment ton parcours ? Très honnêtement et à chaud, je pense pas avoir de regrets majeurs. Le professionnel que je suis aujourd'hui s'est construit au gré des méandres de mon parcours. Ce sont bien ces méandres qui font celui que je suis aujourd'hui. Je pense être plutôt aligné avec ma posture actuelle. Ça veut dire aussi qu'à travers tout ton parcours, toutes les étapes, tu es devenu pas à pas, avec cette progressivité-là, l'homme et le professionnel que tu es aujourd'hui ? Assurément, c'est ce parcours de vie, personnel comme professionnel, qui fait ma singularité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de notre entretien ? J'aurais envie simplement de dire le coaching, un métier de passion. À présent, je te propose d'écouter un extrait de la chanson que tu as choisie pour incarner symboliquement ton parcours et nous en parlons juste après. On est tous issus de la même tribu, mais on n'a sûrement pas le même totem. On a tous craqué un jour sur je t'aime. Dans le micro, c'est bien connu. On est tous issus de la même tribu. On a nos Manitou, nos grands Sachem. Pour le grand public, on est le Star System. Des héros vus et connus. Toi tu viens des beaux quartiers, moi de la rue où je suis né. Mais nos sangs sont métissés, pacifiques ou bien guerriers. On n'a pas le même totem, mais on est de la même veine. Différents individus, issus de la même tribu. On a quelque chose de Tennessee, de Belle-Île-en-Mer ou de Lucie. Foule sentimentale, femme, je vous aime. Alors en 2017, Eddie Mitchell sortait son 37e album intitulé La même tribu, regroupant de nombreux duos avec différents artistes prestigieux. Et nous écoutons la chanson originale et éponyme de cet album qui, à la fois, remercie les participants mais rend aussi hommage à leur répertoire respectif. Pourquoi ce choix pour incarner ton parcours, Christophe ? Alors le choix a été compliqué, on a eu différents échanges, rappelle-toi. Il me fallait une chanson qui, par sa musicalité, me touche. Et le répertoire d'Eddie Mitchell m'a toujours touché. Quand il s'agit de choisir parmi des artistes français à texte, l'arbitrage était difficile. Et donc là, à travers cette chanson, il s'associe à un nombre prestigieux de chanteurs français, je trouvais que c'était un très beau moyen de leur rendre hommage. Mais également, la notion de tribu. Ça a reflété la tribu des coachs que nous sommes tous. Nous avons tous effectivement nos Manitou et nos Sachem respectifs, que ce soit des PNListes, des analystes transactionnels, peu importe. Mais quelque part, on est tous issus de la même tribu. C'est cette grande famille du coaching. Et c'est à ce titre-là que je trouvais que cette chanson illustrait assez bien les propos qui ont précédé. Je vais donc citer les différents artistes qui répondent à l'invitation d'Eddie Mitchell, à savoir Johnny Hallyday, c'est le dernier enregistrement publié de son vivant, Laurent Voulzy, Pascal Obispo, Alain Souchon, Julien Clerc, Renaud, Christophe, Sanseverino, Maxime Le Forestier, Arnaud, Calogero, Brigitte, Thomas Dutronc, William Scheller, Laurent Gérard et Jacques Dutronc. C'est le transgénérationnel et le multitalent qui t'a séduit ? C'est exactement ça. Ce sont des artistes qui nous ont peu ou prou accompagnés depuis des années, voire des décennies. Et je trouvais qu'à ce titre-là, le clin d'œil me paraissait fort sympathique. Un grand merci Christophe pour ton accueil à Rouen, puisque cet entretien s'est déroulé à Rouen, et pour ta participation à ce podcast. Merci beaucoup. Merci David. Parcours de coach. Merci pour votre attention. Retrouvez tous nos parcours de coach sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Stitcher, TuneIn, ainsi que sur la plupart des applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou sur l'application que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur le réseau LinkedIn ou bien en parler à vos contacts. Pour rester informé sur notre programmation à venir, suivez-nous sur Twitter. Vous pouvez nous envoyer vos questions, réactions et suggestions à notre adresse électronique lemediadescoachs@gmail.com.
Enfin, si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez désormais vous abonner à nos 2 podcasts mensuels, Un coach à la une, l'entretien thématique, et Parcours de coach, l'entretien analytique. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.